Bonjour, bienvenue à la Mémoire longue, la chaîne où l'on part à la rencontre des peuples premiers, non pas en remontant l'Amazone à bord d'une pirogue, mais en remontant le temps à travers les livres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un écrivain qui était justement un explorateur et qui aimait autant remonter les fleuves que le temps, Jean Raspail. Et on va surtout s'intéresser à un livre qui est sans doute celui qui a fait couler le plus d'encre, y compris sous la plume ou le clavier, de gens qui ne l'ont pas toujours lu, à savoir Le Camp des Saints. Qu'est-ce que Le Camp des Saints ? C'est un roman, en tout cas c'est ce qui est écrit sur la page de couverture, publié en 1973. Et si on le résume en une phrase, qui est de Raspail lui-même, c'est l'envahissement pacifique de l'Occident, et en particulier de la France, par le tiers-monde. Si on situe ce livre dans la vie de Raspail, Raspail est né en 1925. Donc quand il écrit Le Camp des Saints, en 71-72, il a bientôt 50 ans. Néanmoins, c'est la première fiction ambitieuse qu'il écrit. Auparavant, il a vécu en publiant des livres qui étaient des récits de voyage, puisque son activité, c'était l'exploration, c'était le voyage, notamment en Amérique, que ce soit en Amérique du Sud, Patagonie, en Amérique du Nord, au Pérou. Il s'est beaucoup intéressé à un moment aux Incas. C'est donc sa première œuvre de fiction, disons, ambitieuse, même s'il avait écrit auparavant quelques nouvelles et aussi un roman sur le Japon. Une des particularités de cette œuvre, c'est que c'est une œuvre inspirée dans sa conception même, dans la façon même dont elle a été rédigée. Comme Raspail le racontera lui-même, ce n'est pas une œuvre qu'il a écrite en suivant un plan, mais vraiment, c'est une œuvre qui lui a été comme donnée de l'extérieur. Il était sur la Côte d'Azur, à Boulouris précisément, qui se situe entre Nice et Saint-Tropez, dans une maison au bord de la mer que lui avaient prêté des amis. Et un matin, en regardant la mer, en regardant le large, une idée lui a traversé l'esprit. Et s'ils arrivaient ? Et c'est cette intuition qui a déclenché l'écriture du Camp des Saints. Ensuite, pendant 18 mois, tous les matins, Raspail s'est installé à sa table, et comme il le racontera lui-même, il ne savait pas encore, en s'installant, ce qu'il allait écrire. Il n'avait aucune idée des personnages, et pourtant, la plume se mettait à courir sur le papier, des personnages auxquels il n'avait jamais pensé auparavant, apparaissaient au fur et à mesure, et c'est ainsi que Le Camp des Saints a été composé en 18 mois. L'épreuve a été assez éprouvante pour l'auteur, qui a perdu plusieurs kilos durant ces 18 mois, ainsi qu'il le racontera lui-même. Voilà pour la situation du Camp des Saints dans la vie de Raspail et dans sa production littéraire. Si on s'intéresse maintenant de façon plus large à la situation historique. 1973, dans l'histoire du monde, si on prend du recul, c'est la fin d'une parenthèse. C'est la fin de la colonisation qui a vu les Européens se répandre à travers le monde et dominer le monde pendant 5 siècles, depuis la fin du XVe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. En 1973, la décolonisation a eu lieu, la Chine est devenue communiste, l'Inde a pris son indépendance, et les rapports de force sont en train de changer entre l'Occident et ce qu'on appelle encore le tiers-monde. C'est donc une période de 500 ans qui se ferme. Autre période qui se ferme, c'est, on peut le dire d'un mot, celle de la chrétienté. Si par chrétienté, on entend une union d'un certain nombre de pays, de certains nombres d'États européens avec la papauté. Cette période qui s'est ouverte
à la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, peut-être au 5e ou 6e siècle, se termine, on peut le dire, avec le Concile Vatican II, qui prend fin en 1965, donc pas longtemps avant la rédaction du Camp des Saints. La chrétienté qui, en un sens, était cette union de la Bible et de la tradition juive avec la philosophie grecque et avec l'Empire romain, dont le Moyen-Âge avait fait toute une synthèse. C'est une période de 1000 ans qui se termine dans les années 1960, et ce n'est sans doute pas pour rien que le refrain du Camp des Saints, qui est par ailleurs emprunté à l'Apocalypse de Saint Jean, le refrain est « Le temps des 1000 ans s'achève ». Dernière période qui est plus franco-française, début des années 70, c'est la fin des 30 Glorieuses. C'est aussi la fin de ce que Patrick Buisson a appelé les 15 piteuses, la période qui va de 1960 à 1975 et qui voit très rapidement la ruralité s'effondrer en France, la natalité également s'effondrer, avant même le vote de la loi Neuwirth en 67 qui autorise la contraception. Et enfin, c'est le moment où les Français ont massivement déserté l'Église dans la foulée du Concile Vatican II, quelque chose dont on a du mal peut-être à se faire une idée aujourd'hui, mais dans les années 1950, la majorité des Français allaient encore à la messe tous les dimanches. Tout cela s'est terminé quand Raspail écrit Le Camp des Saints, et probablement que, comme en tant qu'explorateur, durant toutes les 20 années précédentes, pour le cuir, Raspail a passé beaucoup de temps en dehors de la France, a fait de longs voyages. Il est très probable que quand il revenait en France, tous les X mois ou tous les X années, il était d'autant plus frappé par ce changement rapide qu'il voyait et dont le Camp des Saints porte témoignage. J'ai dit au début que le Camp des Saints était un roman, et c'est écrit en gros sur la page de couverture, mais c'est aussi une apocalypse, c'est aussi une parodie, une farce, un poème, une satire, une prophétie, une peinture de la société, de la nature humaine. C'est aussi un essai qui développe une certaine philosophie de l'histoire. C'est donc un livre extrêmement riche et on pourrait passer plusieurs heures à passer en revue un certain nombre de thèmes intéressants. Néanmoins, on ne peut pas parler de tout. Je vais donc me concentrer sur quelques thèmes. Le premier thème que j'aimerais aborder pour l'évacuer aussitôt, c'est le thème du racisme. Je ne veux pas l'ignorer, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, ça serait un peu stupide de danser autour de lui en faisant semblant qu'il n'est pas là. Le livre a été souvent dénoncé comme un livre raciste, y compris par des gens qui ne l'ont probablement pas lu, mais soit, cela fait partie du jeu. Je voudrais d'abord dire que si le racisme consiste à penser qu'il y a une race supérieure, souvent la sienne, et des races inférieures, souvent celles des autres, le Camp des Saints est clairement non raciste, voire antiraciste. Je donnerai deux exemples. Un des personnages principaux du livre s'appelle Calguès, c'est un vieux professeur de lettres, et dans les premiers chapitres du livre, il est confronté à un jeune Parisien qui est un post-68ard, chevelu, hirsute, un blanc, un Français de souche, tout comme Calguès, mais qui, comme lui dit Calguès, vous n'êtes pas mon semblable, vous êtes mon contraire. On voit donc clairement que ce n'est pas la blanchité qui fait que deux Français de souche vont être dans le même camp. Autre contre-exemple, un des personnages les plus intéressants, les plus pittoresques du Camp des Saints, est un Indien de Pondichéry qui s'appelle Amadoura, qui, comme il le remarque lui-même dans le Camp des Saints, est un Indien à la peau très foncée, et néanmoins, il n'y a pas plus français que lui. Et la phrase est écrite en toutes lettres dans le Camp des Saints. Le fait d'être blanc, c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question d'état d'esprit. Donc très clairement, si on entend par raciste quelqu'un qui pense que le fait d'avoir la même couleur de peau que quelqu'un d'autre crée automatiquement une association étroite et
Plus encore, si on pense que le camp des saints développe la philosophie selon laquelle, parce qu'on a une certaine couleur de peau plutôt qu'une autre, on est automatiquement supérieur, le camp des saints, au contraire, prend le contre-pied de cela. Maintenant, il est très clair que pour Raspail, le fait d'avoir une certaine couleur de peau fait partie de notre identité. Ce n'est pas le plus déterminant, ce n'est pas le plus important, mais ça existe. Et à titre personnel, je pense que si un blanc va en Afrique ou va en Martinique, il va être aussitôt perçu comme blanc. Il serait donc hypocrite de penser que la couleur de peau n'a aucune importance. On peut le déplorer, on peut souhaiter que l'homme soit meilleur qu'il n'est, mais c'est un fait. Et une des forces du camp des saints, c'est justement, y compris au prix d'un certain cynisme qui est assumé, de décrire l'homme et les hommes tels qu'ils sont, avec les sentiments qu'ils ont et les réactions qu'ils ont, plutôt que d'écrire une fable, une fiction d'homme idéal qui, en fait, ne sert qu'à couvrir de graves hypocrisies. Je ferme donc cette parenthèse sur la question de savoir si le camp des saints est raciste, et ma réponse très clairement est non. Deuxième thème, celui de la prophétie. La prophétie, évidemment, est très présente dans la construction du livre lui-même, puisque d'abord le livre se veut une apocalypse, au sens une réécriture moderne de l'apocalypse de Saint Jean. Le titre lui-même, le camp des saints, est tiré du chant 20 de l'apocalypse de Saint Jean. Et tout au long du récit, comme on le verra tout à l'heure quand on abordera le thème religieux, des extraits, des références à l'Apocalypse scandent le récit. Ici, autour du thème de prophétie, je voudrais plus m'attarder à ce qui nous frappe quand on lit le livre 50 ans plus tard comme étant proprement prophétique. Alors de toute évidence, comme le livre décrit un envahissement pacifique de l'Europe par le tiers-monde, on peut dire, eh bien oui, Jean Raspail avait eu une grande prescience en imaginant dès 1973, en ayant la vision dès 1973 d'un phénomène qui commençait à peine, que seuls quelques démographes spécialisés comme Alfred Sauvy commençaient à percevoir dans leurs statistiques et qui n'était clairement pas sur les radars du grand public. Néanmoins, outre sorte d'anticipation, il y a aussi des fulgurances qui frappent. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, on peut lire dans le camp des saints la phrase suivante: « L'histoire officielle a maintenant force de loi. » En 73, quand le camp des saints est publié, la loi Pleven est votée, qui, avant la loi Guessot, avant la loi Taubira, avant toute une suite de lois, est une loi qui vient restreindre la liberté d'expression au sujet notamment de tout ce qui est antisémitisme, racisme, etc., et qui sera complétée par l'interdiction de nier, par exemple, certains génocides ou de nier ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Il y a donc là, ici, une anticipation très claire de Raspail, qui probablement est due aussi au fait qu'il se tenait au courant et qu'il regardait avec beaucoup de lucidité qui se développait. Je ne porte pas de jugement, ni dans un sens ni dans l'autre. Je note juste que Raspail a fait preuve de lucidité et de prescience en anticipant certaines évolutions de la loi. Une autre prophétie, si l'on veut, amusante, c'est que le pape, qui est pape dans le camp des saints, s'appelle Benoît XVI. Alors, le verre est à moitié vide, est à moitié plein, dans la mesure où, oui, nous avons eu depuis un pape qui s'appelait Benoît XVI. En revanche, par ses positions très en faveur de l'immigration, le pape Benoît XVI du camp des saints est peut-être plus proche du pape François actuel que du vrai pape Benoît XVI. En tout cas, c'est assez amusant. Je vais citer un dernier exemple, mais le camp des saints fourmille de détails qui sont assez frappants. On peut lire dans le camp des saints la phrase suivante.
Il s'agit d'Européens qui voguent à bord de l'armada de la dernière chance qui est partie de l'Inde et qui se trouve à fond de cale dans les bateaux remplis d'Indiens. Et les Européens qui se trouvent à bord de ces navires sont des travailleurs humanitaires, des philanthropes qui travaillaient sur le terrain en Inde et qui, selon le narrateur du Camp des Saints, sont mus beaucoup moins par leur charité et par leur amour du prochain que par une haine de soi, une névrose et un désir de détruire leur propre héritage et donc de détruire l'Occident. Et pendant qu'ils sont à fond de cale et que les navires se rapprochent de l'Europe, ils font des projets sur ce qu'ils feront quand ils débarqueront. Et le narrateur du Camp des Saints écrit « L'un chassait les malades de nos hôpitaux pour coucher dans des draps blancs, lépreux et colériques. » Colérique, CH, malade du choléra. J'ai repensé à cette phrase quand j'ai lu assez récemment le témoignage d'un sans domicile fixe français qui racontait comment, quand il essayait d'obtenir de l'assistance auprès de certaines organisations ou auprès de certaines municipalités en France, il s'entendait dire que, comme il était français d'origine, comme il était blanc, il n'était pas prioritaire parce qu'il n'avait pas autant de besoins que les immigrants sans papier dont ces organismes ou les services municipaux s'occupaient. Je vous laisse juger. Autre thème que j'aimerais aborder, c'est celui du style. Le style, non pas au sens de fioriture, de petite musique ou d'images poétiques jolies, comme les précieux ridicules que décrit Molière pouvait produire, mais plutôt le vrai style, celui qui faisait dire à Buffon « le style, c'est l'homme », ou celui qui fait écrire à Thierry Monnier, dans sa très belle préface à son anthologie de la poésie française, que tout le travail du style, ce n'est rien d'autre que de charger le langage de sens. Et ce qui est frappant dans le Camp des Saints de Raspail, c'est que chaque phrase a du poids, fait du sens, soit parce qu'elle est pleine d'humour, soit parce qu'elle apporte une réflexion ou une image poétique, et très souvent un mélange, une combinaison de tout cela, mais on ne trouvera pas de rhétorique vide dans le Camp des Saints, et c'est ça aussi qui fait un des grands plaisirs et une des grandes valeurs du livre. Autre thème dont j'aimerais parler, c'est la valeur sociologique du livre. Le livre donne une description très riche de la sociologie de la France du début des années 70. On y trouve décrit des Français de souche, l'expression est dans le livre, comme des immigrés, tous avec le même regard positif, attentif. On reconnaît là, à travers le narrateur, Jean Raspail, l'explorateur, qui semble s'intéresser finalement à la peuplade primitive des gens qui habitent la France des années 70, comme il s'intéressait aux habitants de Patagonie ou aux Crows d'Amérique du Nord qu'il a pu encore rencontrer. On trouve donc Français de souche et immigrés, on trouve aussi des citadins, des campagnards, des provinciaux, des Parisiens, vraiment toutes sortes de gens qui sont décrits avec, au fond, beaucoup d'humanité, beaucoup de sympathie et je dirais beaucoup d'indulgence et d'humour. Et je m'attacherai à une profession qui est particulièrement bien représentée dans le Camp des Saints, qui est celle des journalistes. Finalement, des oppositions qu'on trouvait à l'époque entre journalistes de feuilles confidentielles qui tiraient le diable par la queue, qui avaient du mal à boucler leur fin de mois, par opposition à des journalistes, disons, qui se faisaient plutôt l'écho de la doxa dominante et donc pouvaient écrire des éditoriaux très lus dans des revues sur papier glacé avec des centaines de milliers de lecteurs et aussi avec une manne publicitaire importante. On a donc cette opposition entre deux sortes de journalistes, l'un étant représenté par Mâchefer et l'autre étant représenté par un certain Clément Dillot. Et c'était vrai dans les années 70, je pense que c'est encore vrai dans les années 2020, sauf que
Peut-être que les gens se sont déplacés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler de journalistes de grand chemin, tandis que les autres, les descendants de Mâchefer, se sont déplacés vers YouTube et vers canaux de diffusion alternatifs. Ce que je trouve aussi intéressant dans le fait que Raspail fasse autant de place à autant de personnages différents qui sont de toutes origines, qui sont de tous statuts sociaux, qui sont de toutes professions, c'est qu'il y a un contraste très grand entre cette richesse, cette curiosité pour la diversité des hommes et des œuvres de gens qui officiellement se voulaient des amis du peuple, comme Sartre, comme Camus, qui dans leurs œuvres, qu'on pense à l'étranger, à la nausée, aux mots, ne parlent finalement que d'eux, parlent toujours à la première personne et trônent au milieu de leurs livres comme un roi au milieu de leur cour. Jean Raspail, ce n'est pas du tout cette attitude-là, c'est plutôt l'attitude du témoin très humble, très modeste, presque invisible, qui s'efface devant la diversité humaine. Autre thème, c'est celui de la satire sociale, qui est très présent dans Le Camp des Saints. Une des choses qui fait le charme de cette satire, c'est que le ton n'est pas hargneux, n'est pas négatif. Comme je l'ai déjà dit, il y a une humanité dans le regard de Raspail, il y a un humour bon enfant qui fait que la satire reste légère et ne devient jamais hostile, ne devient jamais grinçante ou hargneuse. Il y a néanmoins une dénonciation très claire de l'hypocrisie, notamment de l'hypocrisie de la charité, de la fausse charité, qui est celle des humanitaires selon lui, qui, loin d'être mus, comme je l'ai déjà dit, par l'amour du prochain, sont pour beaucoup très heureux dans le confort de leur salon, de pouvoir acquérir bonne conscience en envoyant de temps en temps des dons à l'autre bout du monde, en s'apitoyant devant la misère du monde qu'on leur montre aux actualités pendant qu'ils dégustent leur repas ou pendant qu'ils boivent un bon verre de vin rouge, car comme dit Raspail, le plaisir humide du cœur glisse mieux quand on l'arrose. Il y a donc une grande hypocrisie, aussi tout un système avec de la publicité qui est vendue très cher aux heures de grande écoute, justement juste après un éditorial radio ou un journaliste, disons, qui est dans la doxa de l'époque, qui fait dans l'humanitaire, dans l'apitoiement, dans le larmoiement, va justement à la fois donner bonne conscience aux gens et en même temps leur permettre d'assouvir leurs besoins malsains, d'éprouver des remords, comme dit Baudelaire, comme les mendiants nourrissent leur vermine. Ce que dénonce à travers cette satire Jean Raspail, c'est le caractère malsain de la relation qui s'est mise en place entre les pays riches et les pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde, où justement, après la décolonisation, les Occidentaux, bien souvent, ont transformé ou ont essayé de maintenir le tiers-monde dans un statut de mendiant et en même temps qu'ils maintenaient l'autre dans cette espèce de statut inférieur, eux-mêmes faisaient preuve d'une certaine veulerie, d'un certain abaissement en n'osant plus être eux-mêmes, au lieu d'essayer de s'élever, au lieu d'essayer de réaliser, comme l'ont fait leurs ancêtres selon Raspail, des choses positives et héroïques, finalement, trouvent très confortable ce mélange de confort matériel, de mauvaise conscience, qui, selon Raspail, témoigne d'une certaine veulerie, ou comme on dirait aujourd'hui, d'un déclin anthropologique. D'ailleurs, Raspail a une image assez amusante dans la préface du Camp des Saints de l'édition de 1985. Il compare les Français de souche, et il emploie l'expression Français de souche, à des Bernard l'ermite, en disant que par quelque espèce de particularité génétique ou d'anomalie éthique, des habitants de la France qui s'appelaient l'espèce française ont été remplacés par des Français qui n'ont rien à voir avec eux, un peu comme les petits crabes remplacent les occupants des coquillages dans les coquillages.
Donc, français de souche égale Bernard l'Ermite. Dernier thème que j'aimerais aborder, c'est celui de la religion, qui est majeur dans le camp des saints. D'abord, comme je l'ai dit, le camp des saints, l'expression elle-même vient de l'Apocalypse de Saint Jean. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, je le rappelle, vers la fin de l'histoire, cela fait 1000 ans que Satan a été enfermé à l'autre bout de la terre, et au bout de 1000 ans, durant lesquels Jésus-Christ a gouverné la terre avec l'aide des saints, Satan réussit à échapper de sa prison. Il rassemble avec l'aide de la bête et du faux prophète des nations des 4 coins de la terre qui viennent assiéger le camp des saints. Et à ce moment-là, Dieu envoie un feu du ciel qui détruit les assaillants. Le camp des saints est sauvé et commence alors le règne définitif de Jésus-Christ et de Dieu sur la terre. Ça, c'est la version de Saint Jean à Patmos. Quand il écrit son Apocalypse 2000 ans plus tard à Boulouris, Jean Raspail prend les choses un peu différemment et détourne l'Apocalypse. D'abord, l'Apocalypse est détourné dans le récit lui-même par un certain pétrisseur de merde, comme l'appelle lui-même Jean Raspail, qui est tout simplement un Indien de Calcutta qui gagne sa vie en ramassant des excréments, en faisant des petites briquettes et en les revendant ensuite comme combustible. Ce pétrisseur de merde s'appelle aussi coprophage. Et c'est lui qui va déclencher le mouvement de foule vers les navires qui vont ensuite partir à l'assaut pacifique de l'Occident au début du camp des saints. Et ce qui va déclencher le mouvement de foule, c'est un discours de ce coprophage qui est en fait un extrait de l'Apocalypse, du chant 20 de l'Apocalypse, mais un extrait tronqué et déformé. On ne parle plus de Satan, on parle simplement de rassembler les nations des 4 coins de la terre et de partir vers le paradis. Ce qui est intéressant aussi dans cette parodie, c'est qu'elle commence avec le fait que tous les dieux, que ce soit Bouddha, Allah, Shiva, etc., vont aller voir le petit dieu des chrétiens, comme le narrateur du camp des saints l'appelle, vont le déclouer de sa croix, vont le soigner et vont lui dire « Maintenant que nous t'avons soigné, que vas-tu nous donner en échange ?» Et le petit dieu des chrétiens leur donne en échange son royaume. Et ensuite, avec le bois de la croix du petit dieu des chrétiens, les autres dieux vont fabriquer un bateau qui prend la mer et part à la conquête du paradis, qui part donc, encore une fois, à l'assaut pacifique de ce qui symbolise, dans ce prêche inspiré et inspirant, l'Europe riche et le reste de l'Occident. Donc l'élément déclencheur, c'est déjà une déformation de l'Apocalypse qui est citée par un prêcheur qui l'utilise pour manier la foule. Et ensuite, si on se déplace à la fin du camp des saints, la prophétie, en un sens, qui est annoncée par ce prêcheur, se réalise. Et par rapport à l'Apocalypse de Saint Jean, l'Apocalypse est tronqué, puisque oui, les masses qui sont conduites par la bête et qui arrivent des 4 coins de la terre assiègent bien le sud de la France, mais Dieu refuse d'envoyer le feu du ciel, Dieu refuse ou s'abstient de déclencher une tempête, et le camp des saints n'est pas sauvé. Comme toute image, comme toute allégorie, il y a plusieurs niveaux de lecture. Une interprétation, c'est évidemment que une des raisons pour lesquelles Dieu, s'il existe, parce qu'il y a une ambiguïté dans le camp des saints, Dieu est présenté avec tellement d'humour. C'est un petit peu le grand-père barbu qu'on peut voir à la même époque dans les dessins de Jean Eiffel sur la création du monde. Donc on ne sait pas si les personnages, le narrateur, l'auteur du camp des saints croient en Dieu ou plutôt le représentent comme une espèce de symbole ou de personnage qu'on utilise mais dont on se moque doucement. Toujours est-il que le camp des saints n'est pas sauvé. Et une des raisons, c'est probablement qu'ils ne méritent pas d'être sauvés. D'ailleurs, eux-mêmes ont démantelé leurs propres murailles
et eux-mêmes souhaitent en un sens leur propre disparition. Le temps des bilans s'achève, c'est aussi une rengaine du camp des saints qui fait le lien avec l'Apocalypse. Aussi, de façon intéressante, tout au long du camp des saints, un refrain revient qui est « c'est peut-être une explication ». Le narrateur parle d'une action, parle d'un fait, d'un discours, d'une décision qui est prise par un homme politique ou par un personnage ici ou là, et peut-être que cela est la cause de ce qui va arriver, c'est-à-dire l'envahissement pacifique, encore une fois, de l'Occident par le tiers-monde. À chaque fois, le refrain est « c'est peut-être une explication », jusqu'au moment où, après avoir envisagé toutes sortes d'hypothèses, dont aucune n'est complètement satisfaisante, le narrateur du camp des saints en arrive à évoquer la bête, à évoquer l'existence d'une bête qui voudrait la destruction de l'Occident et qui est décrite non pas tant comme un être unique et qui tirerait les ficelles de toutes sortes de gens qui œuvreraient à la destruction de l'Occident, un peu dans le cadre d'un complot, mais plutôt c'est comme un être multiple qui s'incarne dans des milliers de personnes qui sont toutes mal dans leur peau, notamment des intellectuels, qui s'agitent et qui sont tellement mal dans leur peau qu'il faut qu'ils courent en avant dans une espèce de fuite en avant et qu'il faut qu'ils détruisent leur propre société, leur propre civilisation. Et c'est l'explication la plus sérieuse que Jean Raspail donne du phénomène. D'ailleurs, il dit que les premiers à avoir vu cela, c'est probablement Dostoïevski, puis Péguy, et peut-être aussi le pape Paul VI, quand il voit, après avoir cru que Vatican II apporterait une amélioration, quand il a vu que possiblement c'était en fait un facteur de destruction de l'Église. Bref, la présence d'une bête mystérieuse qui œuvre à la destruction de l'Occident depuis au moins une centaine d'années est une hypothèse qui semble être prise très au sérieux par Raspail, sans qu'on sache exactement finalement qui est à l'origine, si c'est un véritable Satan ou si c'est une autre force qui reste mystérieuse et qui est peut-être d'origine naturelle, quoique mystérieuse. Je n'en dis pas plus sur le camp des saints. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à le lire. C'est une œuvre très riche, très intéressante. Et alors, si vous avez déjà lu le camp des saints, ou si vous le faites, et qu'ensuite vous voulez aller plus loin, on peut recommander un certain nombre de romans, notamment Le Jeu du Roi, qui est différent, qui est poétique, qui est plus onirique, plus intimiste. Et je dirais que vous ayez aimé ou pas le camp des saints, il peut valoir la peine d'ouvrir au moins un autre livre de Jean Raspail. Pourquoi ? Si vous avez aimé le camp des saints, pour son style, pour son humour, pour une certaine élévation de la pensée, une certaine élégance des sentiments, vous allez retrouver ça dans les autres livres de Raspail. En revanche, si vous n'avez pas aimé le camp des saints, notamment à cause de l'aspect politique très fort, les autres livres de Raspail sont beaucoup moins dans ce registre, et c'est aussi la raison pour laquelle, parmi les lecteurs de Raspail, on en trouve beaucoup qui aiment le camp des saints et pas le reste de l'œuvre, et beaucoup qui aiment le reste de l'œuvre de Raspail et finalement n'aiment pas tant que ça le camp des saints. Personnellement, il y a aussi une autre œuvre de Raspail que j'aime beaucoup, qui est la dernière publiée en 2005. Il avait 80 ans, qui s'appelle « En canot sur les chemins d'eau du roi ». C'est, alors qu'il est très âgé, le récit bourré de souvenirs, bourré d'une très légère nostalgie qui ne tombe jamais dans le larmoiement, mais plutôt dans une évocation pleine d'amitié de ses anciens camarades d'exploration, dont certains sont désormais morts. Juste après la Seconde Guerre mondiale, Raspail s'est embarqué avec 3 copains sur le Saint-Laurent dans une expédition qui était plus ou moins financée par le clergé catholique du Québec. Il est parti de Trois-Rivières sur le Saint-Laurent et il a remonté
le Saint-Laurent, la rivière de l'Outaouais. Il a traversé les Grands Lacs, il a fait du portage jusqu'à la rivière Wisconsin, qui ensuite les a amenés au Mississippi. Et ils ont descendu en canot, comme le faisaient les voyageurs, comme le faisaient les coureurs des bois du XVIIe siècle, sans aucune autre aide technique. Pendant 9 mois, ils ont donc remonté ou descendu les chemins d'eau du roi, comme on les appelait à l'époque de Louis XIV, de Louis XV. Très belle œuvre, authentique, pleine d'évocations de l'histoire de la Nouvelle-France, qui nous permet d'en apprendre ou de nous rappeler des événements qui sont à l'origine de l'histoire du Québec moderne, et aussi de la nostalgie, de la poésie, avec le recul de l'homme qui écrit cela 60 ans plus tard. Vraiment une très belle œuvre. Et la dernière chose que je voudrais signaler, c'est une œuvre posthume qui date de 2022, donc 1 ou 2 ans après la mort de Raspail. On la doit à Philip Empson, qui est un professeur de lettres et qui, entre autres qualités, a celle d'être un spécialiste de Jean Raspail. Il a recueilli sous le titre « Petits éloges de l'aïeur » un certain nombre de textes de Raspail ou d'entretiens qu'il avait donnés tout au long des années sur toutes sortes de thèmes. Ce livre est vraiment très sympa. Ça commence par un préambule de Raspail qui parle de l'aïeur. Donc, qu'est-ce que le mot aïeur lui évoque ? Ça lui évoque toutes sortes de réflexions, de souvenirs personnels, de souvenirs de son enfance. Vraiment charmant et très bien écrit. Et aussi, ça donne une autre porte d'entrée sur l'œuvre de Jean Raspail. Ce petit éloge de l'aïeur contient aussi une préface de M. Empson lui-même qui, en une 20aine de pages, résume assez bien la vie de Raspail, notamment en prenant comme axe sa production littéraire. Et d'ailleurs, Philip Empson prépare une biographie de Raspail qu'il espère pouvoir publier en 2024 ou 2025, ce qui coïnciderait avec le centenaire de la naissance de Raspail. Sur ce, chers amis, je suis votre humble serviteur et je vous dis, je l'espère, à une prochaine fois pour la présentation d'un autre auteur.